Il y a des matchs où on a gagné 4-0 une fois. J'ai pas marqué. J'étais le seul à être dégoûté dans le vestiaire. Je pense un des plus beaux moments de ma carrière, voire le plus beau moment. C'est un objectif pour toi ou pas? Ouais. Cette année-là, ouais. J'ai travaillé avant de venir, j'ai quand même lu certains articles où... Pour la petite anecdote, en fait, je joue contre David Luiz. C'était David Luiz et Marquinhos, mes défenseurs, ce jour-là. Okay. Et je me vois déjà marquer. C'est la première fois que ça me fait ça, parce que d'habitude, je mets d'abord et après... Il était vraiment au-dessus du lot. Voilà, rien à dire. Et du coup, moi, je m'entendais très très bien avec mon entraîneur à l'époque, Dominique Bijota. J'avais été le voir et je lui avais dit, par contre, coach, le petit là, ça serait bien de... Vous êtes sur Mode Athlète, l'émission qui explore la face cachée de la performance sportive, racontée par tous les acteurs qui la vivent, tous les acteurs qui la créent et tous les acteurs qui la façonnent. Et tout ça à travers des anecdotes inspirantes, mais surtout authentiques. Merci Mathieu de me recevoir dans ton club, ici à Barentin aujourd'hui. On va avoir une longue entrevue pour parler pas mal de sujets sur ta carrière, tes souvenirs, sur le monde du football, parce que tu as été professionnel. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu qu'il y a pas mal de statistiques qui sont intéressantes, donc on va les évoquer là tout de suite. On va commencer, alors je vais te laisser très brièvement te présenter parce qu'on va avoir pas mal de questions pour faire le tour là-dessus. Très brièvement. Je m'appelle Mathieu Duhamel, j'ai 40 ans, papa de 3 enfants. J'ai été footballeur, on va dire professionnel, où j'ai été payé en tout cas à jouer au foot pendant 12 ans. Donc j'ai fait 11 clubs dans toute ma carrière. Et puis voilà, on va en savoir plus après. Ok, pas de souci, très bien. Tradition Mode Athlète, je vais te poser 2 questions. Si tu avais le choix d'incarner un sport autre que le football, lequel choisirais-tu? Alors en fait, je suis très sport de combat. Donc à la fin de ma carrière, j'ai fait du MMA. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un sport complet, technique. Pendant que tu jouais ou... Non. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait j'ai fait du MMA pendant 1 an et demi. Pendant ma carrière, par contre, je faisais un peu le sparring. Bon, ça, faut pas trop le dire, mais je faisais un peu de boxe anglaise. Pendant? Le sparring. Sans je faisais un peu de sparring. Non, personne ne savait, je faisais 1 fois par semaine. Ok. Ça conditionnait un peu à ta prépa physique ou... Oui, j'aimais bien, ouais. J'aimais bien, je trouve que les sports de combat, c'est... Déjà, je trouve que ce qui est intéressant dans les sports de combat, c'est qu'on peut pas fuir. Et dans le football du haut niveau, pour faire la parallèle, c'est qu'en fait, pour moi, en tant que professionnel, c'est un sport individuel qui se joue collectivement. Ah oui, donc tu cibles directement que c'est un sport individuel. Qui se joue collectivement. Au haut niveau, c'est comme ça, en fait. Et je l'ai appris sur le tard, hein. C'est le football qui me l'a appris, ça. Ouais. Moi, de base, football, c'était avec les copains, on s'amuse, on est ensemble. Ouais. Et quand j'ai signé pro à 3, et qu'un gars me faisait pas de passe parce que j'étais en concurrence avec son meilleur ami, j'ai compris surtout que c'était un sport individuel qui jouait collectivement, qu'on me jugeait par rapport à mes stats, que même si j'allais faire 15 passes D, alors c'est bien beau, mais comme t'es avançant, bah ça suffira pas. Donc voilà. Et les sports de combat, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait on peut pas fuir. On est en face du problème, quoi, directement. On est en face du problème et on peut pas se retourner, partir en courant. On est en plus en MMA, ce qui est bien. Enfin, j'aime bien l'image de la cage, qui est sympa. Et puis j'étais fan de Georges Saint-Pierre, qui est un combattant. Ok, ça marche. Merci pour la réponse. Deuxième question. Cite-moi un moment sportif historique selon toi. N'importe quel moment. Ça peut être foot, pas foot. Ça peut être que moi j'ai vécu. Que non, pas forcément que tu as vécu, que toi tu considères comme historique, un moment de l'histoire du sport. Bah, le jour de mes 14 ans, la finale de Coupe du Monde, France-Brésil. C'était le jour de mes 14 ans. Ok. Le 12 juillet 98. Et ça, c'est un moment incroyable. Un moment incroyable. Bon, j'étais fan de Ronaldo en face, mais je suis un patriote. J'aime la France. Et vraiment un des plus beaux moments historique en tout cas de ma vie. Hein. Comment tu l'as fêté ça? J'étais avec mes parents, mais c'était incroyable en fait. Ça s'explique même pas. Mais en plus cette année-là, c'est chaque match. Ouais, c'était un rituel. Mon père, il se mettait toujours au même endroit, sur la même chaise. Enfin voilà, c'était un rituel famille. On passe à la première partie, face au parcours. Mode athlète. Face au parcours, si tu devais présenter ta carrière en 3 moments clés, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres,
Lesquels choisirais-tu? 3 moments clés. Ah, 3 moments de ma carrière. Après, j'ai débuté le football, j'avais 7 ans. Ça peut être le premier moment. Mais le moment vraiment clé dans ma carrière, c'est l'année où je signe à Metz. C'est pas l'année où j'ai été pro. J'ai été pro à 3, mais vraiment ce qui a déclenché le début de quelque chose, c'est à Metz. Quand je suis arrivé à Metz, pourquoi? Parce que ils m'ont donné ma chance. À 3, on me l'avait pas donné. Et là, j'ai vraiment, en fait, le public en fait m'a découvert au haut niveau en tout cas. Voilà. Donc C'est là où tu as pu exploser. donc, En fait. voilà, à Metz, voilà, ça a été vraiment premier moment. J'ai cru comprendre d'ailleurs en faisant mes recherches que tu as joué avec un certain Sadio Mané. Oui, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, qui est un très bon ami de Kalidou. D'accord. Toujours. Et on va en parler hein, pour juste faire une petite aparté. Est-ce que tu avais vu en termes de potentiel le niveau qu'ils allaient avoir un peu plus tard ou... Sadio, pour rien de cacher, la deuxième année que je suis à Metz, on avait un peu des soucis justement d'excentrer. Et moi, je suis un passionné de football, donc j'allais voir les matchs de la réserve des jeunes. Et je l'avais vu en réserve, Sadio. J'avais dit, il est incroyable. Une qualité d'élimination. Il était vraiment au-dessus du lot. Voilà, rien à dire. Et du coup, moi, je m'entendais très très bien avec mon entraîneur à l'époque, Dominique Bijota. J'étais un joueur important pour lui. Et du coup, j'avais été le voir et je lui avais dit, par contre, coach, le petit là, ça serait bien de le faire monter. Et puis, du coup, il est monté cette année-là. Il est monté avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu aider, je pense, comme il aurait pu. Il manquait de statistiques, des passes, tout ça. Mais par contre, c'était un joueur, il était capable d'éliminer 3-4 joueurs. Et c'est vrai que tout le monde l'a découvert à ce moment-là. Et il est parti aussitôt. Oui, il a pas fait longtemps. Il est parti aussitôt, Red Bull, Salzbourg. Ok. Deuxième moment. Je pense il y en a 3. Je pense que c'est quand je finis meilleur buteur de Ligue 2 avec Caen. Donc là, ça a été un moment incroyable. Je pense un des plus beaux moments de ma carrière, voire le plus beau moment. C'est un objectif pour toi ou pas? Ouais. Cette année-là, ouais. J'ai travaillé avant de venir, j'ai quand même lu certains articles où vraiment il y a que des éloges. Hein. Oui. Non, cette année-là, c'était mon objectif, c'était ça. Même si la première partie de saison était compliquée pour nous à Caen. Ouais. On était 8e en première partie de saison. Le meilleur buteur à cette époque-là, c'était Diafra Sakho, qui est un ami en plus avec qui j'ai joué à Metz. Avec Andy Delors? Ouais, on se chambrait aussi avec Andy Delors, on s'envoyait des messages, on s'appelait pour justement, il me disait ouais, cette année, il faut qu'on finisse à plus de 20 buts. Mais j'avais cet objectif de finir meilleur buteur parce que pour moi, c'était déjà le passeport pour la Ligue 1. Déjà me concernant individuellement, de le faire avec le club, encore plus beau parce que c'est vrai que j'ai adoré le Stade Malherbe de Caen, j'ai adoré le président, l'entraîneur, tout ce qui l'entoure, tous les supporters. T'as passé de bons moments là-bas quand même. Je pense que c'est les meilleurs moments de ma carrière. Donc non, très très bien. C'est comme magnifique deuxième moment. Et puis le troisième moment, c'est ma venue en Ligue 1, puisque c'était mon rêve de jouer en Ligue 1. Et puis en plus, je commence, premier match en Ligue 1, je mets un doublé. Donc voilà, c'est le troisième moment, voilà, incroyable. T'as quand même des beaux passages, on va dire, t'as des beaux souvenirs derrière toi quand même. Oui. T'es accompli quand même dans ta carrière. Non, j'ai été. Mon rêve a toujours été de jouer en Ligue 1. J'ai réalisé ce rêve et voilà, j'en suis reconnaissant au plus profond de moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je partage mon expérience avec les enfants, c'est important pour moi de leur inculquer certaines valeurs que moi j'avais. J'aimerais basculer maintenant sur quelque chose de peut-être un peu moins sympa. Ton pire souvenir, celui qui reste le plus difficile à gérer, à digérer et à gérer. J'en ai deux. Quand j'étais en National 2, en fait, ici à Quevilly, à l'époque à l'USQ, j'avais un entraîneur. J'ai pas envie de le renommer parce que je l'avais trop nommé déjà quand j'étais jeune. Et du coup, c'était dur pour lui, je pense. Mais il a été très, très difficile avec moi. Très, très compliqué. Il faisait du harcèlement un peu moral. Enfin voilà, c'était difficile pour moi parce qu'il me rabaissait constamment. Est-ce que c'était pas la méthode qu'on utilisait à l'époque Pas lui, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, il me ridiculisait. Il était devant le vestiaire parce que j'étais le plus jeune. J'avais 17 ans à l'époque. Ce qu'il a pas compris, c'est que moi, en fait, j'étais plus déterminé, en fait, que n'importe qui et que ça m'a, je pense que ça m'a apporté. Parce que je pense que toute expérience est bonne à prendre. Mais ça a mis en moi une rage, une détermination revanchard.
Et j'étais déjà comme ça, mais là, ça a décuplé en fait cette mentalité. Donc voilà, ça c'était assez difficile. Et l'autre passage qui a été très dur, c'est en fait je signe à 3 en Ligue 2 avec un entraîneur qui me va absolument. Ouais. Pour moi, c'est déjà un rêve parce que je signe en Ligue 2 et c'est professionnel et voilà, c'était déjà mon rêve. Sauf que l'entraîneur qui me recrute se fait limoger avant la reprise. C'est un autre qui arrive Aïe. et lui me connaît pas. Ok. Moi, je finis meilleur buteur national avec Créteil, mais lui me connaît pas. Et du coup, il me dit, en gros, je veux pas de toi, je veux quelqu'un de toi. Et là, il m'a mis une misère, Coup dur, quoi. mais une vraie misère. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit, par exemple, tu vas rentrer à la mi-temps, il me fait chauffer tout le match, il me fait jamais rentrer. Je suis avançant de gaucher, il me fait rentrer milieu droit 2 minutes. À la fin du match, j'ai pas touché un ballon, il me tape sur l'épaule, il me dit, t'as fait un super match. Voilà. Ah oui, d'accord. Des trucs Tu penses que c'est volontaire, des choses comme oui, ça ou... oui. Lui, pour le coup, c'était volontaire parce qu'il avait besoin, en fait, que je parte du club pour prendre un autre joueur. Mais pareil, je le regrette pas. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit comme ça m'a permis d'aller à Metz, puisque je suis recruté à Metz au mercato d'hiver, prêté à Metz au mercato d'hiver. Ils sont derniers ok. du championnat. Ok. Ils sont derniers du championnat avec 16 points. Aucun club ne s'est jamais maintenu avec 16 points à la trêve. Lui, il recrute son joueur. Moi, je suis prêté à Metz. Et à Metz, en fait, c'est là que j'éclose. Parce que du coup, en fait, je suis tellement heureux d'être là. Eux, ils ont tous la tête dans le sac quand moi j'arrive parce qu'ils sont derniers. Sauf que moi, j'arrive avec une détermination. Et en fait, j'ai poussé ce groupe vers le haut. J'ai mis 10 buts en 6 mois. Ouais. On s'est maintenu. Et incroyable, en fait, c'est que les gens, en fait, là-bas, ils disaient à la fin de l'année, il faut faire une statue à Mathieu Duhamel. Mais j'ai vécu aussi, voilà, des moments incroyables là-bas. Ouais. Par exemple, on joue contre Châteauroux. Je me rappellerai toujours. Un attaquant, souvent, il est adulé quand il marque. Et ce match-là, je me suis battu parce que c'était une de mes caractéristiques. J'étais un vrai battant sur le devant de l'attaque. Je me suis battu 95 minutes comme un acharné sur le devant. J'ai pas eu un seul ballon de but. Pas un. On a fait 0-0 dans le match. Donc, j'ai pas marqué. Ouais. Et t'as tout le stade, Saint-Symphorien, qui est un stade qui est pas réputé comme les plus faciles, qui m'a scandé mon nom, alors que je venais d'arriver et alors que j'ai pas marqué. Ouais. C'est-à-dire que t'as un stade complet qui scande le nom de leur attaquant, qui a pas marqué, mais parce qu'il s'est battu comme un acharné pendant 95 minutes. Et ça, c'est un de mes plus beaux moments. J'avais des frissons partout, le président qui est venu me serrer dans ses bras, qui a fait tout le terrain pour venir. En fait, t'as ramené avec toi toute cette, faut pas faire de la psychologie de comptoir, mais toute cette hargne que t'avais accumulée depuis la Nationale 2, où t'as vu des frustrations qui sont arrivées après arriver. Ouais. Et au final, t'arrives dans un club, bah toi, c'est ton rêve de jouer à ce niveau-là. Ouais. Tu viens avec un truc. Ah bah oui, non, mais de toute façon, c'est complètement ça. Et j'ai réussi justement. J'étais un peu le fer de lance. Ouais. C'est-à-dire que t'es devant. T'as entraîné tout le monde avec toi. Et en plus, ça, comme on dit, c'est l'attaquant qui mène la danse, en fait. Mais c'est ça, en fait. J'étais le premier défenseur. Je me battais sur tous les ballons. J'étais un acharné, en fait. J'étais un acharné. Et en fait, donc, un joueur, pour moi, qui avait le potentiel de mettre entre 10 et 15 buts par saison, parce que je me fatiguais beaucoup, par contre. Okay. Parce que j'étais toujours dans le pressing. Je pressais tout le temps, constamment, les défenseurs. Ils détestent ça. Ah bah oui, tu m'étonnes, voilà, c'est clair. Mais ce qui m'a fait basculer, justement, sur les 24 buts à Caen, c'est que mon entraîneur, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un entraîneur qui a connu le très haut niveau de Ligue 1 et qui a fini meilleur buteur de Ligue 1. Et lui m'a dit, écoute Mathieu, fais tes courses à bon escient. Du coup, j'ai gardé de la lucidité et du coup, j'ai marqué plus. T'as doublé ton score, quoi. Tu m'étonnes. Mais justement, ça, c'est intéressant parce que t'as fait quand même la liste de pas mal de clubs, là. On est passé par Troyes, par Metz, par Caen. Est-ce que il y a un club où t'aurais aimé signer, mais ça s'est jamais fait? Bah, j'ai fait. Me dis pas le PSG. Non. Okay. Oui, bah. C'est pour ça que je t'ai dit, me dis pas le PSG. Non, mais si c'était un rêve. Non, un rêve, tu sais quoi, je veux te dire, et j'ai toujours, quand j'étais gamin, j'étais fan de l'Inter de Milan. Pourquoi? Parce que tous les meilleurs attaquants que j'ai pu aduler, ils sont tous passés par l'Inter de Milan. Tu vois. Donc oui, voilà, ce club-là, ça aurait été un rêve pour moi d'y aller. Après, j'ai eu aussi, j'ai failli, ça s'est pas joué à grand-chose, ça s'est joué à mon âge en fait. J'aurais eu 2 ans de moins, je finis à Saint-Etienne en fait, après ma saison de Ligue 1 à Evian. Okay. Et ça s'est pas fait pour des questions d'âge.
parce que le directeur, en fait, l'entraîneur Galtier Ouais. m'avait contacté, lui me voulait absolument pour remplacer Herding à l'époque. Ok. Et j'avais mis 10 buts en Ligue 1. Et en fait, c'est son directeur du recrutement qui a dit non au bout de 2-3 semaines. Il a fait patienter les choses parce qu'il a dit qu'en gros, je serais invendable. Et comme c'est une question beaucoup Il y a beaucoup de d'argent, pognon et tout dedans. du Ouais. coup, en fait, j'ai pas été là-bas. C'est dommage parce que, imagine, tu signes à Saint-Etienne. Tu mets une dizaine de buts. À l'époque, une dizaine de buts, c'était pas mal, hein. Non, mais pour la petite l'anecdote, c'est que en plus, il m'a dit au téléphone, la personne, on sait que tu vas mettre entre 10 et 12-15 buts. Ok. Mais aujourd'hui, on préfère avoir un joueur moins bon, plus jeune, mais qu'on va revendre. Toi, t'es invendable. Est-ce que tu penses pas, je fais quand même la transition parce que c'est très intéressant ça. Tu penses pas que ça gâche un petit peu le football parce que là, on est clairement dans une notion de business. Effectivement, tu complètement. préfères prendre un mec moins fort Complètement, ouais. qui peut-être va te mettre 5-6 buts au lieu de prendre un mec un peu plus âgé, un peu plus d'expérience qui va te mettre entre 10 et 15 buts, assuré. Mais pour une question de business, on préfère prendre le joueur qui est moins bon, quitte à avoir des mauvaises statistiques et peut-être voir descendre. On préfère prendre le joueur moins bon, mais le revendre un peu plus cher. Bah, parce qu'en fait, je pense que c'est parce qu'ils avaient déjà recruté Nolan Roux Ok. en numéro 1 et que leur numéro 2, donc, où là, dans leur tête, je me situais plus, Ouais. c'était plus un jeune, en fait, en gros. D'accord. Ok. Alors que Nolan Roux, c'était un joueur qui mettait 10, 12, 15 buts. Bah, d'avoir deux joueurs qui mettent 10, 12, 15 buts, c'est toujours plus intéressant qu'un joueur qui met 12 buts et l'autre qui en met 5. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'ils t'ont pas évoqué la question de l'ego d'avoir, parce que tu arrives à un certain âge, donc toi tu dois jouer. Est-ce que tu vas accepter d'être Non, par rapport à ça, non, il n'y avait pas du tout. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est vrai que j'avais prouvé en fait que j'étais un bon joueur de Ligue 1, puisque du coup, j'avais mis mes 10 buts en Ligue 1. Et voilà, après, ça fait partie du football. Alors oui, ça peut être mon regret, parce que Saint-Etienne, c'est vrai, le Chaudron, ça reste un club mythique. Ouais. Et ça aurait été sympa de jouer là-bas. En plus, l'entraîneur, c'est vrai que Galtier, c'était un entraîneur que j'appréciais beaucoup. Donc oui, ça aurait été beau, mais bon, faut pas vivre avec des regrets. C'est comme ça. En parlant de regrets, on va rentrer dedans. Est-ce que, bon, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choix de carrière que tu regrettes aujourd'hui? Si tu avais une baguette magique et que tu avais la possibilité de faire les choses autrement, est-ce que tu aurais changé quelque chose? Mais la seule chose que j'aurais changé, c'est peut-être comme j'avais pas les codes du foot, puisque moi j'ai pas fait de centre de formation, et que je suis arrivé sur le tard, j'avais pas les codes. Ouais. Et les codes, c'est tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Et moi, je peux pas ne rien dire, parce que moi, je suis quelqu'un d'entier. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Je déteste l'injustice. Et c'est vrai que c'est un milieu où il y a de l'injustice. On va y revenir sur ça, mais je te laisse finir, mais on va revenir sur... Donc, j'aurais peut-être, à des moments, tu vois, à mon âge, là, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets et que je veux entraîner, pris du recul et rien dire. Voilà. Être moins, justement, impulsif. Voilà. C'est dans garder ce tempérament sur le terrain et en dehors, à prendre plus de recul. Mais ça t'a quand même servi, avant de conclure sur cette partie-là, ça t'a quand même servi pour arriver en Ligue 1. Ça m'a servi parce que j'avais une mentalité... En fait, moi, ce que je viens de dire, j'ai pas fait de centre de formation. Ouais. J'arrive, mes dents, ils rayent le parquet. Tous les gars, en fait, qui avaient le même âge que moi, même qui étaient meilleurs que moi quand j'étais plus jeune, mais qui ont fait un centre de formation, qui ont été usés par ça, je les ai tous mangés parce qu'en fait, aujourd'hui, ils étaient usés. Et quand ils arrivent et qu'ils voient un gars comme moi, qui a le même âge qu'eux, mais qui est frais comme un gardon et qui s'arrête jamais. En fait, en parlant de ça, j'avais suivi un podcast une fois où justement il y avait des éducateurs qui parlaient de ça, qui parlaient du fait que les mecs qui sont en centre de formation ou dans la structure sportive, parce qu'avant t'es pas en formation, t'es en pré-formation, qui sont en structure sportive depuis longtemps, ils ont du mal à s'affirmer ou ils signent très rarement professionnels face à des mecs qui arrivent en centre de formation mais qui ont 17 ans, parce c'est là qu'ils ont faim, les mecs qui viennent d'arriver, donc ils sont pas usés par le système. Donc du coup, est-ce que toi t'as eu ce parallèle-là en étant plus vieux du coup?
Bah oui, en fait, moi je pense que c'est vrai que j'étais beaucoup moins usé que certains, et j'en ai parlé encore il n'y a pas très longtemps, puisque je joue avec le Variété Club de France et certain Sinama Pangol, Mhm. Florent Sinama Pangol qui a joué à Liverpool, au Havre, et moi quand j'étais gamin, à 10 ans, on jouait l'un contre l'autre. Ok. Lui il était au Havre, et il était surnommé Valdo, et c'était un joueur incroyable, trop fort. Mhm. Chez les jeunes, tu vois, ils nous surclassaient tous. Et on en a parlé la dernière fois, parce que moi, justement, bon, j'ai pas été à Liverpool ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même fait une belle carrière. Quand on rassemble nos carrières à nous deux, lui, il a été très bon jeune, mais derrière, il a été vite émoussé. Tu vois? Mm. Et on en parlait, il a dit, moi, je souhaite à personne mon parcours. C'est dur de dire ça quand même. Il a quand même fait des clubs. Alors qu'il a fait une belle carrière, Ah il a ouais. dit, je souhaite à personne mon parcours. Parce que j'ai été tout de suite dedans depuis le plus jeune âge. Et je pense que ça l'a usé psychologiquement. Il faut pas oublier que le football, mais malgré, aujourd'hui, je trouve que les mentalités ont changé, mais le football, ça reste un plaisir. Et moi, c'est ça que, donc, je veux faire progresser mes enfants, puisque moi, j'entraîne aussi l'édition. Je veux les faire progresser. Mais il faut que ça reste du plaisir. Moi, quand j'allais jouer pendant 5 heures l'après-midi avec mon frère, c'était du plaisir, le football. On m'obligeait pas à y aller. Et aujourd'hui, des fois, j'ai peur qu'il y ait des enfants qui jouent au football parce que c'est leurs parents qui leur disent d'aller jouer au football. Mais peut-être pour les mauvaises raisons. J'ai fait quelques émissions avec des éducateurs, des présidents de clubs, etc. où on parlait clairement de ce sujet-là. Mais tu vois, là, on n'était pas prédestiné à parler de ça, mais ça revient toujours sur la table. Tu vois, le fait d'arriver, d'avoir la motivation de jouer au football pour les mauvaises raisons. Et des fois, c'est pas l'enfant, c'est peut-être le parent qui vit sa carrière au travers de l'enfant, malheureusement. Malheureusement, ouais, c'est ça. C'est dommage. Mais il faut que ça reste du plaisir. Le football, c'est un sport, il faut que ça reste du plaisir. Et je vois malheureusement trop d'animosité même, et surtout autour des terrains. Ouais. Ouais. Avoir le respect de l'éducateur, avoir le respect des coéquipiers, et puis garder son rôle de parent derrière la rambarde, laisser les gens faire leur travail. Moi aussi, ça m'est arrivé d'être remplaçant. Moi aussi, voilà. Mais après, voilà, il y en a, ils sont destinés peut-être à jouer en loisir. Il y en a, voilà, peut-être à partir dans des centres de formation. D'autres à changer de sport. Et il n'y a pas de problème à ça, en fait. Belle conclusion, on va finir, on va passer à la deuxième partie, dans les coulisses. Mode athlète. Alors, dans les coulisses, ce qui se passe dans un club de foot, ce qui se passe au niveau de la préparation, comment on prépare un match, qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation direction-joueur, etc. Donc on va parler un petit peu de ça. Première question que je te pose, comment ça se passe réellement la préparation physique d'un joueur professionnel au quotidien? On va dire, je ne vais pas te demander de me faire un emploi du temps détaillé, mais comment on conjugue les entraînements avec le club, entraînements personnels, pas personnels, avec une cellule sportive, qu'est-ce qui se passe? Non, en général, pour quelqu'un qui s'entretient, qui mange correctement, qui dort correctement, t'as pas besoin de faire des entraînements en dehors. Au club, il y a tout ce qu'il faut. On a un préparateur physique, on a des soins, on a tout ce qu'il faut. Donc, pour résumer, allez, avant l'entraînement, tu peux faire un peu de renfort. Donc, t'as l'entraînement, donc, où il y a aussi des passages de travail physique. Après l'entraînement, on faisait du renforcement musculaire, abdos, gainage, ce genre de choses. S'il y a des déficits à certains endroits, ça peut être ischio, etc. Bon, voilà, on fait du travail spécifique avec le préparateur. S'il y en a pas, très bien. Derrière, l'après-midi, des soins, mais surtout bien s'hydrater. En fait, c'est surtout le travail de l'ombre qui est intéressant. C'est manger correctement, parce qu'on ne sera pas toujours derrière toi. Alors des fois, tu peux manger là-bas, au centre de formation, etc., mais on ne sera pas toujours derrière toi. Le soir, on va pas savoir ce que tu manges, sauf la veille de match, puisque du coup, on part en mise au vert, et du coup, là, il y a ce qu'il faut. Mais c'est surtout bien dormir, bien boire de l'eau, beaucoup s'hydrater. Ouais. Et puis, bon, pour certains aussi, c'est les étirements. Est-ce que tu penses pas, parce que ta carrière, elle a quand même quelques années là aujourd'hui, est-ce que tu penses pas qu'il y a un changement de comportement de la part des joueurs? Alors, je parle pas négativement, je parle positivement, qu'il y a un changement de comportement dans le sens où maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui se créent une cellule de performance en ayant un préparateur, en ayant un nutritionniste avec.
Je trouve que le football est passé quand même sur quelque chose de beaucoup plus athlétique aujourd'hui, comparé à avant. Donc, les joueurs vont plus vite, courent plus longtemps, même les stats. Maintenant, on met le nombre de kilomètres, on dit tu as fait 13 kilomètres, tu as fait un excellent match. C'est plus comme aujourd'hui, c'est plus comme avant où bon, tu avais quand même la justesse des passes, tu avais le 1 contre 1, tu avais pas mal de choses comme ça. Et est-ce que justement, ça, c'est pas amené par la plupart des joueurs aujourd'hui qui se créent une cellule de performance, contrairement à avant, parce que, comme tu viens de me dire, t'as pas forcément besoin, avec ton avis, t'as pas forcément besoin d'avoir ça s'il y a tout au club. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on veut réussir. On sait que c'est de plus en plus difficile de réussir. Le niveau a augmenté. De toute façon, on le voit aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables de jouer, je pense, 60 matchs, 70 matchs par saison. Ouais. Moi, j'en faisais 35, déjà, c'est bien. mais du coup, en fait, on a, pour pousser le corps, qui est ton outil de travail, hein, dans dans un nombre de matchs comme ça aussi élevé, on est obligé, en fait, de tout mesurer. Voilà, la nutrition est très importante. On le voit, Cristiano Ronaldo, il est un nutritionniste, il est un cuisinier. Ceux, en tout cas, qui ont des vraies ambitions, parce qu'il y en a, en fait, qui ont de l'ambition, mais qui ne se donnent pas les moyens de réussir. Mais en tout cas, ceux qui souhaitent vraiment réussir et qui se donnent les moyens de réussir, aujourd'hui, pour eux, ils ont très bien compris que voilà, c'est important, la nutrition, la préparation physique, l'hydratation, le sommeil. Et sans ça, en tout cas, on ne pourra pas réussir. Et déjà, même en ayant tout ça, on n'est pas sûr de réussir. En plus, ouais. Donc c'est ça. En fait, il faut comprendre, en fait, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, donc, je faisais des préparations tout seul. Ouais. Donc je demandais des renseignements à des préparateurs physiques, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer en puissance, par exemple? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer sur de la vitesse, voilà. Et je travaillais tout seul, par contre. Donc tout seul, voilà. Mon père, il m'avait payé une salle de muscu à Petit Couronne à côté. Et il me disait, bah si tu veux, bah pour gagner en puissance, bah tu vas travailler tes cuisses. Et puis tu vas à la salle après tes cours et je viens te chercher après. Et en fait, c'est soit en fait tu fais des sacrifices comme ça. Moi, je partais pas en vacances, mes parents ils partaient en vacances, je faisais une préparation tout seul. Donc c'est différent de aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, on l'a dit. Mais moi, j'avais pas les moyens déjà de payer un nutritionniste, un préparateur physique et tout ça. Donc je faisais tout seul, mais j'ai beaucoup de travail. Est-ce que c'est des sacrifices? Oui et non, mais j'ai fait des sacrifices, j'ai travaillé. Oui. J'ai pas arrêté en fait. J'étais toujours dans cet état d'esprit. Chaque chose que, tu vois, je mange pas chez McDo, je mange pas ces choses-là, je vais pas boire, voilà, je veux pas faire de mauvaise pub. Ouais. Mais en tout cas, je dis pas qu'il faut pas y manger, jamais. En tout cas, moi, c'est vrai que les fast-food, j'y vais pas. Ou en tout cas, très, très rarement. Même encore aujourd'hui? Juste pour faire plaisir aux enfants, et encore, des fois, ils y vont, et moi, je mange autre chose. Ah ouais, d'accord, même encore aujourd'hui. Ok, d'accord, ça marche. On va rentrer un peu plus dans ce que le grand public connaît moins. Par rapport au contrat. Est-ce que, alors ça c'est une question que je te pose et moi-même je suis pas forcément au courant. Est-ce qu'on peut vraiment tout négocier dans un contrat, on peut négocier toutes les clauses dans un contrat où il y a des limites ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vraiment négocier, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va prendre un joueur célèbre du Paris Saint-Germain, Neymar par exemple. Est-ce qu'il aurait pu négocier que tous les mois de février, pendant 2 semaines, il va à Rio au carnaval? Je pense que quand tu es un joueur comme Neymar, hein, parce que tu me cites Neymar, pour des joueurs comme ça, on peut presque tout négocier, je pense. Ok. Voilà. Donc c'est possible. Oui, je pense que c'est... Oui. Bon, après, avec un entraîneur comme Luis Enrique, il ne serait pas parti au carnaval de Rio, ça n'aurait pas été possible. Mais en tout cas, on peut quasiment tout négocier, puisque moi, je me rappelle, j'avais vu un reportage sur Eto'o à l'époque, Samuel Eto'o, quand il est parti en Russie. Oui. Et dans le reportage, on le voit, et il négocie tout. Même le changement de l'eau de la piscine de chez lui, une fois par jour, ou je sais plus quoi. Ah ouais. Oui, c'était... Parce que son contrat, déjà, il était pas mal. Déjà. Ah ouais, non. Il négociait tout. Tout. Un chauffeur, tout. Donc, tu peux, en fait, t'as pas de limite, en fait. Tu peux vraiment tout négocier. Si, quand t'as un joueur vraiment incroyable, je pense que les limites, ils sont très faibles, en tout cas. Mais du coup, au niveau auquel tu as joué, qui est quand même un haut niveau,
Est-ce que tu as vu des choses, tu as entendu parler d'eux? Nous, c'est pas pareil. Moi, par exemple, tu vois, à mon niveau, quand j'ai fini ma carrière en Italie, c'était un club qui me voulait absolument. Donc, j'ai eu un bon contrat. Bah, tu vois, par exemple, moi, contrairement à d'autres joueurs, quand on partait en mise au vert, j'avais une suite. Il y avait des joueurs qui étaient à deux dans une chambre. Ok, d'accord. Mais je leur ai pas demandé, par contre. Mm. C'est eux qui, voilà, parce qu'ils sont contents que tu sois là. Ils mettaient à disposition une personne, en fait, si j'ai besoin de quoi que ce soit, une voiture, enfin, tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien. Parce qu'en fait, ils se disent que si tu es bien dans ta tête, tu seras bon sur le terrain. Ok. Du coup, en parlant de ça, est-ce que tu peux me citer une clause la plus surprenante que tu aies entendu parler à ton niveau? Une seule. Surprenante. Ouais. Franchement, je vois pas. Non, je vois pas du tout. Je te prends un peu au dépourvu, effectivement, mais... Je vois pas du tout parce que tu vois, aujourd'hui, tout est quand même très carré. Et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vois, les contrats, ils sont rédigés par des avocats pour la plupart. C'est très carré. En France, en tout cas, c'est compliqué de trouver des clauses un peu bizarres. Un peu farfelu. Ouais. Ok. On va passer à la troisième rubrique, face à l'athlète. Mode athlète. Alors, tu as parlé avant du fait que tu sois un peu motivé, que tu allais dans l'ombre, etc. Mais cette hargne, cette détermination, ce côté un peu hargneux, je vais dire ça comme ça, ce côté un peu hargneux, est-ce qu'il t'a, même si tu l'as évoqué quand même un peu, mais est-ce qu'il t'a quand même coûté des moments de ta carrière? Il t'a quand même amené des moments négatifs au sein de ta carrière. Oui, oui. Et j'enchaînerai avec une question. Pour un joueur de ton tempérament, je vais dire ça comme ça, qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur comme toi? Bah moi, en fait, c'est vrai que, comme je l'ai dit, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai un souci, c'est que l'entraînement ou le match, pour moi, c'était pareil. On dit on s'entraîne comme on joue, mais moi, c'était vraiment vrai. Ça veut dire que si le ballon est sorti de 20 cm et que l'entraîneur, il a dit jouer, ça pouvait me faire vriller, ça. Parce que aujourd'hui, si le ballon il est sorti, il est sorti. Tu vois, c'est des choses tout bêtes. Ouais. Et ça, voilà, c'est des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'aurais pris un peu plus de recul. Parce que ça m'aurait évité de me prendre la tête avec l'entraîneur adjoint, des fois, où c'est monté vraiment haut dans les tons. Voilà, c'est comme ça. Moi, je rentrais dedans. Le défenseur, des fois, il est pas content parce que t'es à l'entraînement et que tu lui rentres vraiment dedans. Et du coup, bon, ça, par contre, ça, je pense que je l'aurais fait quand même parce que ça reste, voilà, le terrain, c'est le terrain. Ouais. Et je vais pas faire semblant d'y aller puisque en match, on va me demander d'y aller à 100%. Donc, je fais la même chose à l'entraînement. Mais je pense que oui. Je pense que c'est plus sur le côté en dehors du terrain. À ne rien dire, à être plus posé, en fait. Plus posé, moins foufou. C'est vrai que je suis arrivé avec un peu à la Wayne Rooney où tu cours dans tous les sens ou que des fois tu t'éparpilles quoi. Alors qu'en fait reste focus et puis ce qu'il y a à côté faut même pas que ça rentre dans la tête en fait. Comment tu restes motivé quand tu as des blessures ou quand tu as des baisses de morale, des baisses d'état d'esprit on va dire. Oui, ou de performance. Oui, ou des baisses de performance. Moi, pour le coup, je peux en parler puisque j'étais attaquant. Quand tu marques moins, tu vois, Benzema, par exemple, l'avait connu au Real Madrid à un moment, c'est pas facile. Dans ces moments-là, je travaille plus. En fait, je me focalise beaucoup sur le travail. En tout cas, quand j'ai des baisses de performance, je travaille plus. Et je me dis que de toute façon, le travail, à un moment, ça va payer. Donc, du coup, en fait, je vais inverser la tendance. Est-ce que ça c'est une phrase un peu peut-être qu'on te l'a déjà posée, mais quand tu es en baisse de performance, est-ce que tu compenses par ton excès d'engagement? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est possible. Fait que tu sois moins bon, oui, tu vas courir plus, etc. Oui, non mais tu travailles plus. Non mais oui, parce que de toute façon tu veux tu veux en fait pousser tu veux pousser les choses de l'autre côté entre guillemets. Ça veut dire qu'en fait tu as envie que ça change. Et comme tu as envie que ça change, bah tu vas courir plus, tu vas travailler plus, Et à un moment, tu vois, un truc tout bête, moi, j'avais pas marqué depuis 7 matchs. 7 matchs, c'est beaucoup. Ça fait un petit moment. Pour un attaquant, 7 matchs, c'est beaucoup. J'ai eu la chance
d'avoir un entraîneur qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, meilleur buteur de Ligue 1, un vrai attaquant. Et pour lui, il savait très bien qu'en fait, un attaquant, c'est beaucoup dans la tête. Là, que ça marche à la confiance. Surtout moi, puisque je suis en affectif, donc encore plus. Et il l'a très bien compris. Du coup, en fait, il m'a toujours aidé. Il m'a toujours laissé titulaire sur le terrain. Il m'a pas changé. Tu vois, ça, c'est une marque de confiance énorme. Parce que quand t'as un attaquant qui marque pas depuis 7 matchs, t'as envie à un moment de faire jouer l'autre, qu'attend. Parce que lui, il se dit, par contre, attends, il a pas marqué depuis 7 matchs, et il me fait toujours jouer. Mais ça, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, oui, là, pour le coup, il t'a laissé sur le terrain, donc toi, ça t'a permis de garder la motivation, garder la confiance. Mais on peut aussi tomber dans l'effet inverse. Oh, bah, de toute façon, je suis pas très bon, l'entraîneur, il me fait quand même jouer. Bon, bah, ça va. Et peut-être que ça pousse pas assez à se dépasser. Mais moi, c'était l'inverse. Okay. C'est qu'en fait, moi, je me disais, à un moment, déjà, c'est l'inverse, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en attaquant, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport, le football au haut niveau, c'est un sport individuel qui joue collectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu fais tes contrats en fonction du nombre de buts que tu vas mettre. Oui. Et ça, c'est une réalité. Et moi, à partir du moment où je marque pas, il y a des matchs où on a gagné 4-0 une fois. J'ai pas marqué. Et j'étais le seul à être dégoûté dans le vestiaire. Tu vois? Et ça te montre en fait aujourd'hui que c'était important pour moi de marquer à tous les matchs. À tous les matchs, je dis bien. Pas un match sur 2, un match sur 3. Moi, dans ma tête, c'était important de marquer à tous les matchs. Donc quand tu marques pas depuis 7 matchs, c'est très très difficile. Donc je t'ai dit, on travaille encore plus. Donc j'ai travaillé beaucoup. Et je marque un but contre le Havre. Je marque un but pas extraordinaire, un but en fait. Voilà, t'es là au bon moment, au bon endroit, il y a but. Ça te change tout. Ouais. C'est incroyable. C'est en termes de confiance. Le ciel devient bleu, quoi. Et j'ai tout inversé. Et là, t'enchaînes, tu marques tous les matchs. Tu vois le... Du coup, en parlant, parce que là, tu parles d'inverser. Quel est l'aspect du métier de joueur professionnel qui est le plus dur mentalement? Je parle de joueur professionnel. Alors, tu peux me parler d'attaquant, effectivement, mais le plus dur mentalement en tant que footballeur professionnel, c'est quoi? Pour moi, c'était pas trop le travail. Parce que je suis travailleur et tout. Donc, c'était pas le travail, en fait, pour moi, le plus difficile. C'était plus, en fait, l'injustice qu'il pouvait y avoir. En fait, c'est les à côté, en fait. C'est par exemple, si on te fait pas jouer alors que t'es meilleur. Tu vois, au début, c'était plus au début que ça m'est arrivé. On me fait pas jouer, je suis meilleur que l'autre, je comprends pas. Peut-être que l'autre, il a bénéficié de ce que toi tu avais eu. Le fait que... Peut-être, mais ça a une durée de vie. Tu vois, tout à l'heure, on a dit 7 matchs, oui. Mais si ça avait été 10 matchs, peut-être à un moment, Mathieu, écoute, c'est fini. Tu vois. Et ça, je l'ai vécu, moi, étant jeune. Où, en fait, quand j'étais à Rouen, en National 2, ils ont fait venir un ancien meilleur buteur de National. Plus gros salaire du club. Il était payé 6 fois plus que moi. J'étais un jeune, en plus. Il arrive, et moi, je marque le peu de minutes qu'on me donne. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a 0-0, Red Star. On perd 1-0, je rentre, je marque. Un partout. Un autre moment, Concarneau, 0-0, je rentre, je mets doublé. Mais j'avais, je sais pas, 40 minutes en tout, quoi. Et j'étais meilleur buteur du club avec 40 minutes de jeu. Et lui, il jouait tous les matchs, il marquait pas. Et à un moment, obligatoirement, à 6 mois, ça fait 6 mois que ça se passe. Je joue avec l'équipe première, je suis meilleur buteur, je joue avec les réserves, je mets 3-4 buts par match. À un moment, c'est obligé que ça s'inverse, sinon il faut s'en aller. C'est-à-dire que c'est voie sans issue, ça sert à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'était le début. Ça s'est inversé ou ça s'est inversé? Ok. Ah non, ça s'est inversé. À un moment, le directeur sportif, il a dit, par contre, maintenant, Mathieu, faut le faire jouer. L'entraîneur, il m'a fait jouer. J'ai marqué directement. J'ai mis 12 buts en 6 mois. Et je suis parti en national. Comme quoi, direct, les choses c'est comme ça. En fait, la chance que j'ai eue, c'est de jouer à un poste où tu es tout de suite visible quand tu as des statistiques. Et ça, c'est intéressant aussi quand tu es attaquant. Même si on dit toujours, un des postes, voire le poste le plus difficile. Parce que le plus difficile dans le football, c'est quoi? C'est marquer des buts. Mais ouais, non, c'est pas mal. C'est intéressant. Du coup, alors, c'est pas une transition, mais je vais quand même rester sur ça. Est-ce que pour toi, c'est plus dur d'être joueur professionnel ou d'être joueur amateur engagé? Parce que t'as été les deux. Je pense que être joueur amateur, oui, j'ai été les deux.
Être joueur amateur engagé, c'est difficile aussi parce que il y en a qui ont beaucoup d'investissements, qui travaillent beaucoup aussi. Qui travaillent à côté aussi, Qui professionnellement. travaillent à côté aussi. Qui ont peut-être pas soit l'opportunité, la chance, comme on dit. Moi, je crois pas trop à la chance, mais je pense plus je crois au destin. Après, voilà, c'est comme ça. Ou qui n'ont pas les qualités aussi. Parce que ça arrive aussi. Malheureusement, il y en a qui se voilent la face et qui n'ont pas l'honnêteté de le dire. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui n'ont pas eu les qualités aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a meilleur à côté. Et il y a énormément de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent être professionnels et il y a très peu d'élus. Donc c'est difficile aussi, c'est cette frustration que tu peux avoir au fond de toi. Parce que quand tu es pro, mine de, tu te lèves tous les matins pour aller jouer au foot. Et ça, c'est le message que je faisais passer quand j'ai signé à QRM en Ligue 2 ici. Où je rencontre des jeunes qui ont commencé en National 2 et qui se négligent totalement. Et moi qui avais un corps à 35 ans, taillé, et eux qui se négligeaient, qui allaient manger au McDo, qui buvaient de l'alcool, etc. Et je leur disais constamment, c'est une chance inouïe aujourd'hui de te lever le matin et d'aller jouer au foot. Le jour où tu auras pu ça, tu te diras, mais qu'est-ce que je regrette? Pourquoi? Moi, je leur disais, négligez-vous. À un moment, ça sera la dernière fois que vous verrez le monde professionnel. Et pour certains, c'est ce qui s'est passé. J'imagine bien. Pour certains, c'est ce qui s'est passé. Donc oui, la frustration, pour moi, elle est difficile aussi en amateur. C'est vrai qu'en professionnel, il y a d'autres frustrations. Parce qu'on veut toujours aller plus haut, on veut toujours progresser, on veut toujours plus. En tout cas, quand on est un vrai compétiteur, moi, c'était mon cas. J'étais dans un bon club, mais je voulais aller encore au-dessus, tout le temps. Moi, si j'avais eu encore 10 ans devant moi, j'aurais visé l'équipe de France. Aujourd'hui, et il y en a qui rigoleront, peut-être quand ils écouteront ça. Mais moi, je suis désolé, si tu veux aller haut, il faut regarder tout en haut. Moi, je vais pas regarder juste le gars qui est juste là à côté. Moi, je vais regarder en haut. Ce qui te donne Bien sûr. la ligne, la motivation. Même si peut-être que j'y arriverai jamais là-haut. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens d'aller jusqu'à là-haut. Voilà, c'est comme ça. Mon corps me permet pas. Moi, demain, je suis pas Mbappé. Mbappé, il a des qualités incroyables de vitesse. La vitesse, par exemple, ça c'est génétique. Moi, j'avais de la vitesse. Mais lui, c'est une flèche. Tu vois? Donc, c'est pas pareil. On peut pas, en fait, mais en tout cas, tu te donnes cet objectif d'aller là-bas. Et tu te donnes les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui, et ça me dérange, même dans le travail. Ils veulent être millionnaires, mais ils veulent pas le travail du millionnaire. Si tu veux être professionnel, travaille comme les professionnels. Il y en a qui vivent leur vie de professionnel sans être professionnel. Il y en a, ils ont la chance d'avoir des qualités, c'est inné, machin, voilà. Il y en a, c'est comme ça. Ils ont eu cette chance-là. Mais quelqu'un comme moi, par exemple, qui avait des qualités, mais qui aurait été peut-être un joueur normal, et pas professionnel, en tout cas, si je m'étais pas donné les moyens, ben voilà, je me suis donné les moyens. J'ai beaucoup travaillé. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas arrêté de travailler, moi. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, j'ai réussi à passer ce cap. Sans travail, on peut pas réussir. À un moment, c'est que les gens, en fait, faut qu'ils se le mettent dans la tête, ça. Ça, c'est important. Si tu te donnes les moyens, tu obtiendras peut-être ça. Mais si tu travailles pas, tu l'obtiendras pas. Voilà. C'est important parce qu'effectivement, on est à l'ère, entre guillemets, des réseaux sociaux où le paraître vaut mieux que l'être. Donc, l'image que tu as donnée sur les joueurs de National 2 qui se négligent, alors que tu as un ancien qui arrive, 35 ans, qui est bien physiquement, qui fait attention un peu à tout ce qu'il fait, c'est peut-être un décalage j'allais dire, j'aime pas trop parler de décalage de génération parce que ça fait tout de suite un peu vieux con, etc. Mais il y a quand même une différence, peut-être par les outils qui sont utilisés, par le fait qu'on s'occupe un peu plus des joueurs maintenant. Les joueurs sont chouchoutés, même tu regardes en National 2, tu t'en vis. Tu vis aujourd'hui de la National 2. En National 3, il y en a qui ont des contrats fédéraux qui vivent normal. Donc, est-ce que le fait d'avoir ça amène pas un nivellement vers le bas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait d'amener beaucoup plus, alors ça devrait être l'inverse, parce que plus tu prends soin des joueurs, meilleur normalement est le rendement sur le terrain. Mais du coup aujourd'hui, tu te retrouves avec certains joueurs qui ont la satisfaction d'avoir leur contrat en National 3, en National 2. Ils disent, bon, bah, c'est cool. Oui, c'est des joueurs qui manquent d'ambition. J'ai déjà entendu des joueurs dire je suis professionnel, et quand je leur dis tu joues où? Je joue à Wassel, National 3. C'est pas ça professionnel. Moi, professionnel pour moi, et même moi, quand j'ai joué en National, je disais je suis pas professionnel.
À l'époque, c'était compliqué quand même déjà. Moi, je suis professionnel à partir du moment où j'ai un contrat professionnel. C'est marqué sur mon contrat professionnel. Et ça, je l'ai en Ligue 2. Minimum. Mais avant, je l'ai pas. Avant, je suis payé à jouer au foot peut-être, mais c'est pas un contrat professionnel. À un moment, c'est soit tu as de l'ambition et tu as envie d'aller plus haut. Je suis en National 3, bah, je veux être en National 2. Mais par contre, j'ai toujours eu cette humilité, moi. Et ça, c'est important. Parce que on parle de génération. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui manquent d'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est que quand j'ai fini meilleur buteur de national et que je vais jouer en Ligue 2, j'ai de la confiance en moi. Mais je me dis, c'est un niveau que je connais pas. Je vais avoir de la concurrence. Il faut hausser ton niveau de jeu. Il faudra travailler plus. Et je sais pas si du coup je vais y arriver. Ouais. On sait pas en fait. Tu te donnes les moyens, mais on sait pas si tu vas y arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça en fait, se dire ça. Moi, et j'ai toujours fait ça. Même quand j'étais en Ligue 1, la même chose. Je suis le meilleur buteur de Ligue 2, mais je sais pas. Et mon entraîneur, il m'a dit, si tu veux savoir si tu es un bon joueur de Ligue 1, il faudra que tu mettes minimum 10 buts cette année. Et là, tu seras reconnu comme un bon joueur de Ligue 1. Et à la fin de la saison, on a rigolé parce que je lui ai dit, bah donc je suis quoi là? Et bon, c'est bon, t'arrives. Ah bah c'est vrai, les statistiques parlent. Hein. On passe à la dernière rubrique, l'avant-dernière rubrique, face au tabou. Mode athlète. Donc, des questions que je vais te poser, tu me réponds assez rapidement. Première question. Ton but préféré de toute ta carrière? But contre Nantes en Ligue 1. C'est un but plein de détermination. Je suis au duel avec Djilo Bodji, un ballon de N'Golo Kanté. Je suis au duel avec lui, je le prends. Ah ouais, c'est clinique, c'est clair, c'est... Ouais, c'était et puis c'était aussi beaucoup, c'était vraiment tout ce que j'ai travaillé avec mon coach quand on travaillait tous les deux, bah je l'ai retranscrit dans ce but. L'entraîneur qui t'a le plus marqué? Patrice Garande. Je te demande pourquoi, mais... Bah, il m'a fait passer ce cap en fait. Il m'a fait passer de bon joueur à très bon joueur. En tout cas, au moins en Ligue 2. Ton plat interdit de prépa physique, quand tu étais en période de prépa physique, ton plat interdit, mais que tu kiffais quand même en secret, que tu mangeais en secret. Que je mangeais en secret? Ouais. Mais je mangeais pas trop en secret moi en fait, parce que je l'ai dit, je suis carré. Donc non, le plat interdit que j'aime bien, que j'aimais bien, c'est une raclette par exemple. Mais que je pourrais pas manger par exemple en préparation, ça c'est sûr. Le stade où tu as le plus de frissons? Le stade où j'ai eu le plus de frissons? Bah, à Dornano. Ah ouais? À Caen. Ok. Parce qu'en fait, là-bas, les gens, ils m'adulaient. Et c'est inexplicable, en fait. C'est que j'avais une connexion avec le public. Le coéquipier le plus fou que tu aies connu? Johan Betsch. Mais il a joué en Ligue 2, en fait, avec moi. Johan Betsch, complètement fou. C'est un ami, hein. Okay. Je le vois toujours. Il habite sur Annecy. Il a fini sa carrière vers là-bas, vers Annecy. Et lui, c'était un fou allié, mais adorable. Une crème. Préféré marquer un but de la tête ou une frappe en lucarne? J'avais cette satisfaction de but de la tête parce qu'en fait, j'ai un super timing, mais j'étais mauvais de la tête de base. Et j'ai énormément progressé. J'ai mis par la suite, par contre, des très beaux buts de la tête. Même l'année où je suis meilleur buteur de Ligue 2, je mets des très beaux buts de la tête. Le pire terrain sur lequel tu as joué? Je parle en professionnel. Ouais, Coupe de France, en championnat ou en coupe? Parce qu'en coupe, en général, on tombe plus sur... Voilà, tu vois. C'était Clermont. Ah ouais? À Clermont, j'avais joué sur un terrain, il était catastrophique. Clermont, à l'époque, c'était... C'était Ligue 2 ou Ligue 1. Ouais. Ligue 2 ou Ligue 1. Ouais. L'insulte de vestiaire la plus marrante que tu as entendue en match? Alors moi, un jour, on m'a dit t'as un cintre à la place des épaules. Ça, c'était dans le sud, là. Je sais pas si c'était à Nîmes. J'avais joué ou à Arles-Avignon à l'époque. Et le mec, il m'a dit arrête, t'as un cintre. T'as un cintre à la place de... Ah, elle était nulle, sa blague. C'était même pas une vanne. Si tu devais rejouer un seul match de ta carrière, ce serait lequel? Ça serait le match contre le PSG. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments... Déjà parce que j'ai loupé un but que je pensais tout fait.
Pour la petite anecdote, en fait, je joue contre David Luiz. C'était David Luiz et Marquinhos, mes défenseurs, ce jour-là. Ok. Et le coach, il m'avait dit avant le match, David Luiz, il a toujours une absence dans le match. Toujours une. Et ça c'est avéré vrai. C'est qu'en fait, je fais un appel premier poteau. Je m'arrête. Je recule. Lui, il reste au premier poteau. Le centre arrive au deuxième poteau. C'était Sirigu dans les buts. Et je me vois déjà marquer. C'est la première fois que ça me fait ça parce que d'habitude, je mets d'abord et après, Ouais. et je mets la tête. Et en fait, ça fuit le poteau, quoi. Ça rentre pas, quoi. Ça rentre pas. Ah, tu t'es déjà vu en train de marquer. Je donc... me suis vu marquer, en fait, alors qu'en fait, il n'y avait pas but. Pour moi, en fait, le fait de pas avoir mis, je sais pas, tout ce que j'avais Ouais. et après penser à marquer, Mm. et c'est passé juste à ras du poteau. Ça, c'est une erreur, ça, en tant qu'attaquant. Bah oui, parce que contre le PSG, j'en ai eu qu'une occasion. Et puis même, c'est aussi parce que j'ai vécu un moment incroyable à côté de joueurs monstrueux. C'était qui à l'époque, l'équipe? Bah, c'était, il y avait Cavani devant, il y avait David Luiz, il y avait Marquinhos, il y avait le petit qui allait à 3000 à l'heure là devant là, Lucas. Ouais. Il y avait Thiago Motta. Et quand tu te retrouves face à ces joueurs-là, parce que c'est bien que je suis face à une personne qui les a rencontrés, tu vois vraiment le décalage de niveau, tu sens vraiment que là, c'est une étape supplémentaire où tu te dis... Bah, collectivement, en fait. Collectivement, déjà, tu vois que c'est... Non, le PSG, c'était au-dessus. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours été honnête avec moi. Mm. Tu vois, alors ça, par contre, c'est une qualité. C'est que tu es objectif avec toi-même. C'est que tu as les bons joueurs, que je faisais partie. Mm. Tu as les très bons joueurs et tu as international. Et là, c'est au-dessus, tu vois, c'est loin. Ouais. C'est que les mecs, en fait, déjà, et je parlais de ça avec Khalidou Koulibaly, mon ami, là, qui est en Arabie Saoudite maintenant, mais qui était à Naples à l'époque, et il avait trouvé ça chez Martens, Dries Martens, Ah, ok. le Belge, Le Belge, international belge. Et il disait, le mec est tellement incroyable, c'est parce qu'il se donnait pas les moyens, mais il est tellement incroyable, que pendant sa conduite de balle, avant que j'arrive vers lui, il parle, et il me dit ce qu'il va faire avant de me le faire. Et il le fait. Ah ouais. Même Tu à vois, un niveau quand même... Tu vois le mec comment c'est. Non mais il est c'est au-dessus en fait. C'est Mbappé, c'est Doué, c'est des joueurs en fait, c'est ailleurs. Ils sont ailleurs ces joueurs-là. C'est bien que tu dises ça parce que ça remet un petit peu de réalité en face parce que je trouve que quand même aujourd'hui, on a un peu le jugement du football un peu facile. Celui qui joue un peu en régional 1, en national 3, en national 2, voilà, tu joues dans des bons stades, tu penses déjà que tu peux jouer. Mais là, tu vois, Non, voilà. c'est pas possible. Alors je vais te dire un truc. Il y a un joueur que j'ai adoré et j'ai eu la chance de jouer beaucoup contre lui. C'est un attaquant, il s'appelle Cédric Forêt. Il a joué pratiquement toute sa carrière à Reims. Meilleur buteur, il mettait une 15aine de buts par saison à Reims. Mmh. Mais un vrai joueur, hein. Un vrai bon joueur de Ligue 2. Il a fini d'ailleurs au moins peut-être 2 ou 3 fois meilleur buteur de Ligue 2 à l'époque avec Reims. Et il a signé au Havre. Quand le Havre était monté en Ligue 1, il a signé au Havre. C'est la première fois qu'il a joué au Havre, qu'il a joué en Ligue 1, je crois. Parce qu'il avait joué à Toulouse avant Reims. Et il n'a pas réussi à passer le palier. Ah ouais? Non. Même en étant meilleur. Alors que buteur. c'était un super joueur. Très grand, tu vois, c'était un autre profil en fait. Très grand, il gardait bien le ballon et un vrai buteur devant le but. Mais il n'a pas passé ce cap. Justement, comme tu as eu l'opportunité de jouer à quasiment tous les échelons, quasiment successivement en plus, c'est quoi vraiment le step? Parce que j'ai posé la question aussi à Clément Bassin, on parlait de Clément Bassin tout à l'heure en caméra, mais je lui ai posé la question à savoir, bon, lui il a joué jusqu'en National, mais toi on va dire de National 2 à Ligue 1, quelle est vraiment l'étape clé où tu dis ok là on est à un autre niveau? Bah moi en tant qu'attaquant déjà, quand j'ai joué en Ligue 1, là où je passe à un autre niveau, c'est vraiment le Ligue de Ligue 1, où là il y a un palier. Ah vraiment, c'est vraiment là où il y a le plus... Il est vachement plus important. Pourquoi? Alors déjà moi, j'étais dans une équipe qui jouait pas le haut de tableau, donc c'était encore plus difficile. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu as des équipes qui sont censées être meilleures que toi, puisque toi tu vas jouer le maintien et pas eux. Donc ça a été vraiment plus difficile. Et moi en tant qu'attaquant, c'est que je pouvais avoir qu'une demi-occasion par exemple dans le match. Ça veut dire que si tu la mets pas, t'en as plus derrière. Ouais.
Et tu vois, c'est là en fait que tu te dis, et que c'est pour ça que mon entraîneur à cette époque-là m'a dit, si tu mettais 10 buts, tu serais un bon joueur de Ligue 1. Parce que si tu arrives à mettre 10 buts dans une équipe qui joue le maintien, c'est que tu as été très bon. En termes de stats en tout cas. Et c'est vrai que j'avais vu mes stats, puisque j'adore Cavani. J'avais échangé mon maillot avec lui d'ailleurs. Et mes stats étaient meilleurs que lui à l'époque. On en rigolait d'ailleurs avec ma famille. Parce que mes stats étaient meilleurs que lui si tu calcules le nombre d'occasions, le nombre de buts, le nombre de frappes et le nombre de... Tu vois. Oui. Si tu regardais ça, mais j'étais meilleur que lui en termes de statistiques. Mais après, les joueurs incroyables, je me compare pas du tout avec Cavani. J'ai pas cette prétention. Mais en termes de stats et de... En tout cas, à chaque fois, le ratio entre les frappes que je mettais et le nombre de buts, c'était plus important. Effectivement, ouais. Après un transfert signé, la plus grosse folie que tu t'es fait avec ton argent? Oh, c'est une voiture, mais c'était pas des grosses voitures parce que moi je reste toujours et j'ai toujours resté la tête sur les épaules. Aujourd'hui, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille simple. On est 5 enfants. Donc une voiture, mais c'était pas la plus grosse voiture. Un Q7. J'avais acheté, mais même pas neuf. Ok. Tu vois, c'était une très belle voiture. Elle avait 30 000 km, donc c'est quasiment neuf pour un Q7, mais c'est pas, on parle pas de Ferrari, de Lamborghini ou quoi que ce soit. Pourtant, t'avais les moyens. Je suis toujours resté les pieds très terre à terre et j'ai toujours pensé, mine de, à l'après-carrière. C'est-à-dire que je me disais, qu'est-ce que je vais faire après? Donc c'est important en fait de vivre simplement aujourd'hui, en tout cas normalement, pour pouvoir derrière prévoir l'avenir. Je finirai par ça. Tu gagnes bien ta vie quand tu es un joueur de Ligue 1? Le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, c'est 35 000 bruts si tu enlèves le PSG. Brut. Ok, ouais, donc, si tu enlèves le PSG, tu divises par 2. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il faut pas croire, justement, les gens, ils ont toujours une image un peu décalée, parce qu'ils voient les millions du PSG. Attends, 35 000 bruts 35 000 euros bruts par mois. Par mois, oui, d'accord. Donc tu divises par 2. Mais la carrière moyenne d'un joueur, c'est 6 ans. Moi, j'étais attaquant, donc j'ai eu la chance de pouvoir peut-être avoir des salaires des fois peut-être plus élevés, mais moi, ça a duré moins longtemps, à ce niveau-là en tout cas, puisque j'ai commencé au plus bas. Donc, tu es obligé de prévoir pour l'après, et ça c'est... T'avais déjà cette vision-là? J'avais déjà cette vision-là depuis toujours. Ok, dernière partie, nouvelle rubrique qu'on commence aujourd'hui, qui s'appelle le Challenge Flash. Alors, je t'explique brièvement. Je vais te poser des questions. Tu me réponds soit vrai, soit faux, soit oui, soit non. Pas de justification. Il faut que la réponse soit spontanée, rapide. Je te demanderai peut-être des fois d'expliquer pourquoi, mais pas plus. Ok? Ok. Première question. Peut-on être heureux sans jamais sortir de sa zone de confort? Non. Certains joueurs truquent des blessures pour négocier un meilleur transfert. Répète ta question. Certains joueurs truquent ou faussent des blessures, si tu préfères, pour négocier un meilleur transfert. Faux. L'école prépare-t-elle vraiment à la vie? L'école, faux. Le sport collectif apprend-il plus que le sport individuel? Vrai. Pourquoi? Après, je dis le sport, vrai ou faux, chez les jeunes, je dirais vrai parce que tu vois, ça t'apprend l'esprit d'équipe, il y a des choses, et puis en plus, tu as ce côté individuel aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tu as ce sport collectif. Après, en pro, c'est différent. Après, moi, les sports individuels, j'aime bien aussi, donc, mais c'est vrai que le collectif, même au niveau de quand tu vas travailler dans une société, tu as des gens autour de toi, ce travail d'équipe est important. Et puis moi, je dis ça aussi parce que aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, mais ce côté humain, en fait, malheureusement, qui se perd. Et je trouve que c'est important de garder ces relations humaines. Tous les joueurs gagnent forcément très bien leur vie en Ligue 2. Non, faux. Vaut-il mieux être intelligent et malheureux ou naïf et heureux? Et là, alors, pardon, avant de répondre, je parle dans le milieu du sport, d'abord. Dans le milieu du sport? Ouais, dans ta carrière de footballeur, par exemple, est-ce que vaut mieux être intelligent et malheureux, parce que tu sais beaucoup de choses,
et du coup ça te rend triste, ou alors naïf, heureux, tu vis une belle carrière? Je dirais naïf et heureux. Faut être heureux dans la vie, c'est important. Des fois, excuse-moi, je te coupe. Je dis des fois, vaut mieux ignorer certaines choses parce que la vie elle est courte, mais être bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais la parallèle, je regarde pas les informations. Oui, je peux comprendre. Parce que ça me rend pas bien si je les regarde. Puisqu'aujourd'hui tout est anxiogène. Donc c'est pour ça que je dis vaut mieux en fait un peu naïf, même si je suis pas naïf puisque je sais ce qui se passe, mais tu vis mieux comme ça. Est-ce que les sportifs de haut niveau sont de bons modèles? Pas toujours. Tu vois, je savais que... Vas-y, je te laisse là-dessus. C'est ton seul joker. Alors, est-ce que faire le ménage détend vraiment ou c'est un mythe? Ça détend, moi j'aime bien. Je le fais, en tout cas. L'homme est-il bon ou mauvais par nature? Moi je dirais bon. Je vois le positif. Je te demande pas de justifier, mais ok, je laisse test là-dessus. Est-ce que, alors là c'est intéressant, est-ce que le dopage devrait être légalisé pour égaliser les chances? Non, faux. Faux. Le e-sport est-il un vrai sport? Non. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Il contribue fortement. Oui ou non? Moi je pense que c'est une phrase de pauvre. L'argent fait le bonheur. Ok. Parce que aujourd'hui, tu te plaindras pas si t'as de l'argent. Alors oui, par contre la santé, je la mets à part. Donc moi, je dis oui, l'argent fait le bonheur. Sommes-nous vraiment libres dans nos choix en termes de carrière de foot, carrière sportive? Non. Qu'est-ce qui fait un champion? Une méthode très rugueuse ou un apprentissage plutôt dans la bienveillance et la positivité? Qu'est-ce qui fait un champion? Je parle bien d'un champion, pas un bon joueur, un champion. Bah, la première, la rigueur. La rigueur. Donc la méthode plus difficile. Dernière question. Faut-il toujours dire ce qu'on pense, même au risque de perdre des amis? Non. On finira là-dessus, ça sera très bien. J'ai changé. J'ai changé, donc non. J'attendais celle-là, je ne savais pas ce que tu allais dire. Tu vois, je ne savais pas du tout. Non. J'attendais, je l'ai mise en dernier pour ça. Non, des fois tu dis rien. En plus, tu m'as dit que Des si fois, tu recommençais ta Des carrière, fois tu dis rien. vaut mieux rien dire, c'est ça? Il y a certains trucs, faut rien dire. En fait, aujourd'hui, c'est pas que le foot, c'est le système. Tu peux pas tout dire. Demain, tu es au courant de quelque chose. Par exemple, tu sais par exemple que le mec qui a inventé le moteur à eau, il s'est fait assassiner, mais tu as une preuve. Si tu le dis, t'es mort déjà. Le mec, déjà, lui, il a disparu déjà, alors toi, c'est bon, c'est fini. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, dans ce système, tu peux pas, en fait. Aujourd'hui, on est dans... Tu vois, quand je dis, est-ce que l'homme est-il bon ou pas? J'espère. Mais c'est pas toujours le cas, c'est faux. Aujourd'hui, en fait, tu sais très bien que chaque personne est différente, aujourd'hui. Est-ce que tu nais bon ou pas bon? J'en sais rien. Et t'as beau être n'importe qui, les gens, tu peux tomber sur un mec, tu vois, le mec il fume en plus, il calcule rien, il est dans son délire. Tu vois, le mec la dernière fois, t'avais vu, entendu, le mec il joue à la console, il perd au jeu, un mec de 30 ans là, il perd au jeu, il devient cinglé, il va dehors, il veut voler une gamine son téléphone, elle refuse, machin, il la plante de je sais pas combien de coups de couteau, elle est morte. Ouais. Mais tu vois le délire quoi. Tu tues les gens gratuitement. Pourquoi? Parce que t'as pas de morale, parce qu'il y a pas cette croyance aussi. Parce que je suis désolé. Quand tu crois en Dieu, je suis pas là pour faire le prêtre, hein, mais quand tu crois en Dieu, quand tu crois, tu te dis si demain je fais des choses comme ça, je suis foutu quoi. En fait, t'as ta conscience. Moi demain, si j'arrive à des extrêmes comme ça, c'est que t'as pris mes enfants, c'est que t'as fait des choses. Ou là, par contre, de toute façon, dans mon côté impulsif, je pense que je réfléchirai après. Mais tu vois, c'est ce qui te permet de rester, on va dire, dans dans la droiture, tu vois, des fois de relativiser des situations. Et puis quand tu veux devenir une personne meilleure et que tu prônes ça, bah du coup, t'essayes de faire des bonnes actions. Bon, en tout cas,
J'aurais pas mieux conclu que ça, par ça que ces belles paroles. En tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps Avec plaisir. à faire Avec plaisir. cette entrevue dans la tribune. Avec plaisir. Et puis, bah, écoute, peut-être que je te solliciterai, pardon, une nouvelle fois. Oui, oui, avec plaisir. Pour parler.